Shanna avait 18 ans. Elle voulait juste qu'on l'aime, rien de plus. Tout a commencé sur un parking, un soir de décembre. Un garçon lui a fait des promesses, puis baissé son pantalon. Elle ne comprend pas tout de suite, elle hésite, il insiste et il ne lui laisse pas le choix. Et quand elle pleure, il lui ordonne de se taire. Ça, c'était sa première fois. Les autres sont venus après. Des visages différents, des lieux fermés, des portes qui se verrouillent. Parfois on l'insulte, parfois on la frappe. Et parfois, on lui dit que c'est normal, que c'est elle qui l'a voulu. Un jour, c'est un cousin d'un ami qui l'emmène dans un appartement. Il reste debout, habillé, il la regarde nue et lui demande de faire de même. Elle demande à partir, il répond par une gifle. Shanna encaisse, encore et encore. Quand elle va porter plainte, les policiers rigolent. On lui dit que ce n'était pas un abus, puisqu'elle avait donné un préservatif. Elle tente de leur expliquer que c'était sans son accord, que le préservatif a été enlevé de force, qu'elle a saigné, qu'elle a même cru mourir. Mais il n'écoute pas. Il coche des cases, puis lui ferme la porte. Alors, Shanna s'éteint. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a tout vu, tout retenu et tout noté. Les messages, les dates, les visages, les mots exacts. Elle a gardé les preuves. Patience, rage, doute. Et aujourd'hui, elle est prête à tout dévoiler. Ce n'est pas un cri de douleur. C'est un dossier, un piège inversé, une vérité froide. Et ceux qui pensaient s'en tirer ne savent pas encore ce qui les attend. Bienvenue dans StoryCube, dans l'un des plus gros épisodes de la série. Âme sensible, s'abstenir. J'ai été vue par le mec avec qui j'ai fait ma première fois. Et je me rappelle qu'il va me regarder et que son regard va totalement changer. Il va devenir noir. Et là, le cousin, il m'attrape par le col et me dit non, t'as pas compris, je t'ai dit qu'il t'attendait. Il m'amène, il m'agenouille, il me dit pendant qu'il tenait ma tête, je me suis dit je vais mourir. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Shanna. Son histoire est absolument terrifiante. Elle a été abusée par différents hommes et aujourd'hui, elle a gentiment accepté de venir nous livrer son témoignage. Comment elle vit la Shanna qui grandit enfant J'ai grandi dans le sud, à Montpellier. J'ai toujours été très différente. Mon rapport avec mon corps a été très compliqué pendant des années, encore un peu aujourd'hui. Ça a été, on va en parler, moi j'ai fait ma première fois seulement à 18 ans. Et avant, on m'inventait des histoires énormes. Dès que je parlais à un garçon qui était un peu populaire, c'était, je me rappelle un jour, dans la cour de récré au collège, tout le monde faisait des mouvements dessus. Et moi, je savais même pas ce que c'était en vrai. Et du coup, je passe devant eux, je comprends pas et tout. Et là, mes copines, elles viennent me voir en me disant « T'abuses et tout ». Et je dis « Pourquoi ?» Et elles me disent « Bah apparemment, t'as su X dans les toilettes ». Et moi, ça m'a choquée à ce moment-là. Je me suis dit « Mais comment on peut me tacler que ça ?» Alors qu'il y a plein de gens qui ont déjà eu des relations. On n'en parle pas et c'est ok en fait, c'est ok pour eux. Moi, je n'ai rien fait et on me tacle de ça. Donc ça a toujours été un peu compliqué. Quand est-ce que tout a commencé? Par la suite, du coup, lycée, un peu pareil. J'ai commencé à trouver des amis sur lesquels me reposer, tout ça, mais j'ai développé vraiment une phobie scolaire. Fin de collège, début lycée. Je suis arrivée en école de commerce, j'avais 18 ans. La première chose qui m'a choquée, maintenant j'en rigole, mais c'est mon père m'avait acheté un ordinateur pour du coup mon entrée en école. Et c'était un ordinateur dans nos moyens qui était bien, mais c'était pas non plus un Mac ou quoi parce qu'on n'y voyait pas d'intérêt et on n'avait pas forcément les moyens. Et il faut savoir qu'en fait en école de commerce, la plupart des gens ne payent pas leur scolarité, c'est les parents, etc. Moi j'avais travaillé tout l'été pour payer mon école, donc j'étais très fière d'être là, etc. Et j'arrive et tout le monde sort son ordinateur au premier cours. Moi je sors mon ordinateur et là il n'y a que des Macs autour de moi et tous les regards sont sur moi. Et genre ça chuchote, ça me regarde, etc. Moi, je voyais pas le problème. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je pense que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et il y a un mec que je connais pas, qui m'ajoute sur tous les réseaux. Et donc, il commence à me parler, il m'ajoute partout, etc. Et il va vite fait me parler, peut-être me dragouiller. Moi, je comprends pas trop à l'époque. Et donc, je passe et j'y pense plus. Et je me rappelle que ce garçon, il arrive, il se met devant moi. Et je dis salut. Et il me dit, ah ouais, tu me traites comme les autres. Je lève ma tête et je dis, quoi? Et là, il me dit, depuis que tu as un peu de popularité, tu me calcules plus, quoi. Et je lui dis, mais on se connaît même pas, en fait. On s'est parlé 5 minutes, tu vois. Ouais. Et donc lui, ça avait l'air vraiment de le travailler, le fait que je le calcule pas, alors que pour moi, c'était totalement normal parce que je le connaissais pas. Donc du coup, après ça, arrive la soirée d'hiver. Et donc c'est une soirée où on boit beaucoup. Surtout qu'on passe des semaines à l'organiser. Donc moi, j'avais énormément bu, j'étais complètement bourrée. Et donc ce mec vient vers moi et je me rappelle qu'on commence à danser ensemble. On danse ensemble, ça va durer, peut-être 10, 15 minutes, etc. Et à la fin du moment où on danse, il me dit « Est-ce que tu veux rentrer avec moi ?» Je dis « Ben non, j'étais même pas capable de m'embrasser devant les gens. Et tu veux que je rentre avec toi ?» Je dis « Non, non, non. »
Il me dit non mais viens, je vais t'expliquer. Il m'amène sur le parking, un parking totalement noir, vraiment macabre l'ambiance. Et il m'explique qu'en fait il a une copine, mais qu'il est tombé complètement amoureux de moi et qu'il va la quitter pour moi. Ok. Moi à ce moment-là, je ne l'ai pas forcément dit, mais quand j'étais plus petite, et jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce premier événement, j'étais vraiment quelqu'un d'utopiste. Mais à un point, c'est-à-dire que pour moi, les faits divers, on les racontait pour l'entertainment, un peu pour épicer le quotidien des humains, mais c'était pas vraiment vrai. Et je savais dans le fond que c'était vrai, mais je préférais me voiler la face en disant c'est faux parce que j'avais trop peur de comprendre. Donc du coup, moi, tous les trucs, pour moi, je vivais dans le pays des bisounours, donc c'était ok. Qu'ils me disent c'est toi que je veux, ouais, normal. Donc du coup, voilà. Et puis aussi, il faut comprendre qu'à ce moment-là, il me donne enfin l'attention que j'attendais, que j'avais jamais eue parce que je me faisais beaucoup harceler par les garçons, etc. Donc je me dis bon, c'est ok et tout. Et donc là, il m'embrasse. Il me dit on rentre ensemble. Et je dis alors là, absolument pas. Par contre, moi, je suis toujours vierge, etc. Si j'ai gardé ma virginité, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, je veux faire les choses bien. Donc non, je rentre pas avec toi et tout. Il me dit d'accord. Il m'embrasse. Et pendant qu'il m'embrasse, il commence à se déshabiller. Et il sort son sur le parking. Et donc moi, je me rappelle que je regarde et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Enfin là, j'en rigole, mais je rigolais pas du tout. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit bah au moins on fait ça, non? Et du coup, je me rappelle que je l'ai un peu engueulé en lui disant non, tu emballes ça et tout ça. Et je suis partie. Donc après, j'ai fait ma soirée, je l'ai fini de mon côté, je suis rentrée avec mes amis et puis voilà. Après, il a commencé à vachement me parler, à m'envoyer des messages tous les jours, etc. Ça a duré à peu près une semaine. Toi, tu te sentais comment vis-à-vis de ça? T'étais en mode bizarre le mec ou c'est normal ou... Pour moi, c'était normal. Ok. Vu que j'avais aucun moyen de comparaison et qu'on ne m'avait jamais accordé d'attention, pour moi, j'étais en mode j'ai beaucoup de chance. Donc, il pouvait faire n'importe quoi et c'est ce qu'on va voir. Pour moi, j'avais de la chance. Donc du coup, il va me parler, on va dire, à peu près pendant une semaine, où il me parle tous les jours, etc. Et on arrive au week-end et il me dit écoute, Chana, tu m'envoies plus du tout de message du week-end parce que je vais chez ma copine, t'avises pas de m'envoyer un message. C'est vrai que le mec est encore en couple pendant ce temps. Je me dis, mais il est complètement fou. Je me dis, bon, peut-être qu'il va la quitter ce week-end, donc, ok. Je parle pas du week-end, mais ça me saoule un petit peu, quoi. Et il me reparle la semaine d'après, comme si de rien n'était. Je lui dis, écoute, c'est chiant, en fait, je suis pas ton jouet. Donc, je lui ai dit, est-ce que t'as quitté ta meuf? Non. Je lui ai dit, ok, bon, bah, c'est fini. Finalement, on se dispute, etc. Et il va me dire, viens ce soir chez moi, on va en discuter. Je dis, d'accord. Et donc, j'arrive chez lui, etc. On va discuter pendant pas mal de temps. Il va encore m'expliquer que c'est moi l'élu, etc. Et finalement, c'est ce soir-là que je vais faire ma première fois. Comment ça se fait qu'il a pas quitté sa copine, du coup? Il te dit quoi comme excuse? Il n'y avait pas vraiment d'explication. Okay. C'était elle a des soucis. Pour l'instant, elle va pas bien. Elle est pas prête à ce que je la quitte, donc je préfère la protéger, etc. Ok. Vraiment le bullshit classique qu'il faut pas croire, quoi. Très, très naïve à l'époque. Et donc, ce soir-là, je vais faire ma première fois avec lui. Première fois qui est consentie, mais c'est souvent ce que je dis, c'est le rapport, alors que maintenant j'ai 24 ans et que j'en ai vu, c'est le rapport où j'ai fait le plus de positions dans ma vie. Ok. C'est-à-dire que littéralement, il m'a retourné dans tous les sens. Il n'en avait rien à faire, il voulait juste faire son affaire, et il y avait déjà des trucs de consentement, des notions, maintenant je le sais, mais à l'époque je ne comprenais pas, qui n'étaient pas très respectées. Il m'a dit qu'il voulait mon cul. Et donc, pour moi, je me dis, mais on est tellement loin de... Moi, je pensais qu'on allait faire l'amour. Enfin, c'est ma première fois, quoi. Et je dis, mais pas du tout et tout. Et donc, déjà, ça le saoule. Genre, il me répète plusieurs fois, je dis non et tout. Je reste campée sur mes positions. Bref, je me rappelle que ma première fois se finit comme ça. Tout se passe bien, j'ai été consentante. Mais par contre, il y a du sang partout. C'est un carnage, le truc. Donc, je vais rentrer chez moi, mais je sens que je prends ma douche, je me rappelle, et je suis sale. Je me sens vraiment pas bien, etc. Mais je pense que je me suis toujours dit que la personne avec qui je le ferais, c'est pour ça aussi que j'ai autant attendu, elle m'accompagnerait. Et là, on dirait que du coup, je me suis donnée à n'importe qui, mais en fait, je me suis donnée à une personne qui m'accordait de l'attention et qui me faisait croire que j'étais la femme de sa vie. Donc pour moi, c'était plus ou moins normal dans la période où je voyais pas le mal, etc. Et donc ouais, j'avais très très mal et je saignais beaucoup, quoi. Donc les saignements vont durer plusieurs jours. Et je me rappelle que je vais demander à mes amis de l'époque, est-ce que c'est normal, est-ce que toi aussi t'as saigné et tout? Et elles vont me dire, bah non, tes symptômes, ils me paraissent un peu bizarres, quoi. Donc finalement, ça va un peu s'atténuer, ça va se calmer au bout de 5-6 jours. J'aurai plus du tout de saignement, ça va s'atténuer au fur et à mesure. Et donc ensuite, moi, je vais commencer à parler, à dire oui, j'ai fait ma première fois. Enfin, c'est comme un événement, quoi, on a envie d'en parler, quoi. Donc voilà, et je me rappelle qu'il va m'envoyer plein de messages en me menaçant, en gros. Il va me dire, je sais que t'as dit, si tu continues à parler, je vais te casser la gueule. Ou alors il va me menacer sur les trucs de
il avait compris très vite que j'avais une énorme peur de l'abandon, etc. En mode, si tu fais ça, tu n'auras plus jamais de nouvelles de moi. Et après, en fait, ça, c'était surtout le début. Et après, c'est vraiment passé sur la violence, en mode, je vais te casser la gueule, je vais t'en mettre une, blablabla. Et donc là, j'en ai parlé à mes copines. Mes copines, elles m'ont dit, casse-toi. Elles m'ont dit, arrête et tout. Donc j'ai dit, ouais, j'arrête. Et donc, ça s'en est fini comme ça. Moi, après, je disais plus bonjour et tout ça. Tu le quittes du coup? Bah, on n'était pas ensemble, okay, malheureusement. Oui, ouais. Enfin, heureusement, une des soirées où je vais aller. Et en gros, ça faisait pas mal de temps qu'il réessayait de rentrer en contact avec moi. Moi, je calculais pas. Et donc, il va me croiser dans la soirée. Je vais pas trop le calculer. À un moment, je vais aller aux toilettes. Et quand je vais sortir des toilettes, il va sortir en même temps. Donc, il va me parler, il va demander si ça va et tout ça. On va s'expliquer un petit peu et tout. Il m'a dit, il va me dire, est-ce que tu veux rentrer avec moi? Et à ce moment-là, je vais dire oui. Donc, on est rentrés ensemble. Tu le dis oui parce qu'il a repris petit à petit contact avec toi, il t'a redonné confiance ou c'est quoi? Ouais, c'est parce que moi, en fait, je voyais vraiment pas le mal. Okay. Pour moi, en fait, je comprenais pas. Pour moi, même, je vais te frapper, il me frappera jamais, dans ma tête. Donc, on va rentrer chez lui, etc. Et moi, ce que j'avais dit, c'est le plus important, c'est qu'on discute. Moi, je suis pas là pour qu'on couche ensemble, je suis là pour qu'on discute, c'est vraiment important. Donc, du coup, je me rappelle que je vais arriver chez lui. Il avait un canapé lit, il va le mettre directement en format lit. Et il va s'allonger, et donc il va me parler et tout ça. Et moi, je vais lui parler et je vais être énervée en disant, tu peux pas me parler comme ça, tu peux pas me traiter comme ça, etc. Et en fait, ce soir-là, j'avais un jean, une veste de tailleur et un body. Ma veste, je l'ai enlevée quand je suis rentrée. Et en fait, pendant que je vais lui parler, il va commencer à m'enlever mon pantalon, à le baisser, et il y a un mec sur lui. Et donc moi, je vais dire non, etc. Je vais le pousser, je vais dire écoute-moi. Il va me dire non, mais viens juste et tout, je t'écoute et tout. Donc je vais me retrouver sur lui, à parler, à m'énerver, à crier, et lui qui commence à bouger, etc., à faire ses affaires. Donc moi, comme depuis le début, je vois pas le mal. Donc je me dis bon et tout, et donc finalement, on en vient à coucher ensemble. Pendant que tu parles ou là c'est bon? Ouais, pendant que je parle. Ok. Oui. À ce moment-là, pour moi, c'est pas vraiment une agression, c'est simplement qu'il m'écoute pas parler, donc je vois pas vraiment le mal. La relation va se passer à peu près comme la première, ça va être assez violent, etc. Et surtout, donc, pareil, il va vouloir me sauter. Je vais redire non et il va quand même mettre un doigt. Donc là, pareil, en gros, on va s'endormir, il est 5h du matin. À 6h30, dès qu'il y avait les premiers transports, je suis partie. Et je voulais absolument rentrer chez moi, etc. Et là, c'est encore pire que la première fois. Je saigne, j'ai des douleurs énormes, etc. Je commence à regarder sur Internet, je vois que c'est pas vraiment normal. Donc, je vais chez la gynécologue. Et en plus, gynécologue avec qui ça se passe super mal parce que j'avais pas regardé les avis sur Google et elle était horrible. Du genre, elle me dit, allez sur la table et je dis, est-ce que vous allez me rentrer quelque chose à l'intérieur? Elle me dit, non, déshabillez-vous, je vais juste vous regarder, vous ausculter. Finalement, elle m'a rentré, c'est une sorte d'écarteur qu'on met pour voir à l'intérieur, sauf qu'elle me l'a rentré sans me le dire. Et quand je lui ai fait la réflexion en disant, bah, vous m'avez pas prévenu, elle m'a dit, arrêtez de faire la sainte ni touche, vous avez déjà eu des relations sexuelles, donc ça vous fait rien. Donc j'étais un peu en mode, bon, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Donc ce qu'elle va me dire là, c'est que vous avez une déchirure intérieure, il faut maintenant ne plus avoir de relations pendant minimum une semaine ou 10 jours. Et donc j'avais un traitement. Donc moi, à ce moment-là, je suis un peu choquée. Et je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas normales. Une semaine plus tard, à peu près, 5 jours plus tard, je ne sais pas dire exactement, on se retrouve à une soirée où il est de nouveau là. Et je me dis, en fait, je suis en train de bouillir et je me dis, il faut que j'aille lui parler. Et donc, je vais le voir et tout, et je lui dis, est-ce qu'on peut parler? Et là, il me tire et tout, il me dit, Shana, je t'ai déjà dit, je veux pas qu'on nous voit parler ensemble et tout. Là, moi, je me dis, mais le mec, il est complètement fou. Donc, je vois le truc, et en fait, là c'est la réalisation de... En fait, t'es face à quelqu'un de dangereux et tu ne l'as pas compris depuis le début. Ouais. Et donc, je lui dis, non, mais en fait, on va discuter. Elle me dit, ok, viens et tout. Il me tire, il m'emmène vers les toilettes. Il me pousse dans un toilette handicapé. Il nous enferme et il me dit, maintenant, tu peux parler. Je commence à m'énerver, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'avais un short en cuir élastique. Et donc, il va commencer à tirer mon short pendant que je parle. Donc, je vais le remonter. En fait, ça va être son petit jeu. Ça va durer peut-être 5 minutes. Je parle, il redescend, il remonte, il redescend. Donc moi, je m'énerve, je lui explique en fait. Tu peux pas m'insulter comme ça, tu peux pas me traiter comme ça, tu peux pas me faire croire des choses comme ça. Et en fait, ça va pas du tout là, ma vie, depuis que t'es rentrée dedans, quoi. Il m'écoute pas et tout, il s'en fout, il commence à m'embrasser. Et je lui dis, mais en fait, je suis pas du tout là pour ça. Et il me dit, de toute façon, tu m'as suivi dans les toilettes, c'est trop tard. Il dit, en gros, t'es qu'un con, blablabla, tu peux pas faire ça, nanana. Il m'embrasse, il lâche moi et tout. Donc à ce moment-là, il baisse ma culotte. Une première fois, donc je la remonte. Je
Je continue à parler, je m'énerve, il la baisse une deuxième fois. Je la remonte. Et je dis, mais en fait, laisse-moi partir parce que je suis pas là pour ça. Il la rebaisse et il me dit, encore une fois, en gros, maintenant, c'est trop tard. Donc, je commence à me débattre, à dire non, j'essaye de sortir, etc. Il va me bloquer. Et la scène, en gros, ça va être ça pendant une longue minute. Ça va être moi qui dis non, qui dis que je veux pas, et lui qui m'explique en gros que j'ai pas le choix. Donc moi, à ce moment-là, je suis un peu tétanisée. Souvent, les gens, ils se disent, mais pourquoi elle a pas crié, pourquoi? C'est des choses, en fait, c'est comme si on nous coupait la voix, on nous coupait tout. On tournait tous les boutons, il n'y avait plus rien. Moi, je me regarde et tout, je me mets à pleurer et tout. Et en fait, je me rappelle que j'avais eu un truc, j'étais encore très jeune, très naïve, et je me disais, si on fait l'amour sans préservatif, on tombe forcément enceinte instantanément. C'était mon truc dans la tête. Donc du coup, moi, je me dis, là, t'as pas le choix. Soit il se passe quelque chose que t'as pas envie qu'il se passe, et en plus, tu tombes enceinte, soit au moins, tu tombes pas enceinte. Donc du coup, je sors de mon sac, j'avais un préservatif, donc je le sors et tout, et je lui donne. Et donc, il me retourne et tout, il commence à me pénétrer. Et en fait, moi, je vais continuer à dire j'ai pas envie, etc. Et puis, je suis quelqu'un qui est très, très démonstrative. Donc, quand je prends du plaisir, on le voit. Quand j'en prends pas, on le voit très vite. Et donc là, moi, je parle pas, à part pour dire lâche-moi, j'ai pas envie, arrête, etc. Et donc, petit à petit, je vais me mettre à pleurer. Mais en fait, après, petit à petit, je vais devenir silencieuse, en fait. Je me rappelle, je suis face à un mur, le mur des toilettes. Et lui, il fait son affaire et moi, j'attends juste que ça se passe. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un peu la déconnexion. C'est-à-dire ça va se passer, mais moi, je suis pas vraiment dedans, en fait. Je suis un peu spectatrice de ce qui se passe. Petit à petit, c'est comme si la douleur allait s'en aller. Et moi, je comprends et donc je suis passive, j'attends, etc. À un moment, je vais être arrêtée parce qu'en fait, il a arrêté de me péter. Donc, je le sens, etc. Je me dis, c'est enfin fini. Et je me retourne et il me dit, non, mais c'est pas fini, mais par contre, il faut que j'enlève le préservatif. Et je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que ça me sert trop et tout. Donc là, je me rappelle que je pète un câble et je lui dis en fait, déjà, tu fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire. J'ai là, en plus, tu me parles de préservatif alors que c'est les mêmes qu'on a utilisés depuis le début. Si tu me mens, tu n'écoutes pas ce que je veux. Et en fait, là, je parlais un peu en mode fatiguée. Genre. On dirait que j'aurais pu me défendre ou quoi. Je parlais comme ça en fait. J'étais juste. Faut savoir qu'avant, j'ai pas précisé, mais quand le dernier truc que j'ai essayé de faire avant de donner le préservatif, c'est de me dire prends-le par les sentiments. Donc je lui avais dit, écoute, je suis allée chez le médecin, j'ai une déchirure qui est à cause de toi. Et à ce moment-là, je lui avais dit, si j'ai un rapport, je vais forcément avoir mal. Et en plus, je vais saigner, etc. Donc à ce moment-là, il m'avait dit non mais t'inquiète pas, c'est pas de ma faute, c'est pas grave, blablabla. Donc c'est à ce moment-là que j'avais donné le préservatif parce que je voyais qu'il y avait plus rien qui allait le toucher. Et donc du coup, il y a ce truc de je vais enlever le préservatif et moi je suis un peu face à la situation et je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter ce cauchemar quoi? Donc je dis non, c'est hors de question et tout, si. Et donc je lui rappelle non en fait je ne veux déjà pas faire ça, j'ai mal et en plus tu vas enlever ton préservatif, c'est non. Et donc à ce moment-là, il va me retourner, il va me bloquer plus ou moins contre le mur et il va enlever le préservatif. Donc je me rappelle que quand il recommence à me pénétrer, je regarde dans les toilettes et je vois un préservatif plein de sang. Et donc ça, c'est une image qui me reste, enfin qui est toujours dans ma tête, quoi. Donc il va recommencer à me péter. Et donc je vais rester bloquée sur cette image. Et là, directement, je vais me déconnecter parce que c'est beaucoup trop pour moi et tout. Et donc en gros, pour expliquer cette déconnexion, en gros, en fait, on explique qu'il y a une amygdale dans le cerveau qui est différente de celle dans la gorge. Et elle joue un rôle de disjoncteur. Et donc, en gros, ce disjoncteur, il est là pour tous les traumatismes de la vie. Si on a un accident ou quoi, c'est exactement la même chose. Et donc, en gros, pour éviter qu'on fasse un arrêt cardiaque, quand le cerveau il voit que c'est trop dur, il déconnecte, il disjoncte. Donc, du coup, c'est ce qui se passe. Donc, j'ai disjoncté entre guillemets. Et donc, ce qui va me ramener à moi, c'est une douleur énorme, un truc dont j'ai pas l'habitude. Et en fait, je vais me rendre compte, en revenant à moi, qu'il est en train de m'enculer. Et donc, ça va me faire mal, etc. Et donc, je vais le pousser. Il va me remettre et il va me reprendre cette fois-ci contre les toilettes et il va recommencer, etc. Donc là, pareil, je vais me déconnecter, je me mets à pleurer et tout et j'en peux plus en fait. J'attends que ça se finisse et tout. Et donc, tout ça, ça va durer 45 minutes environ, depuis le moment où on est arrivé dans les toilettes. Et donc, pour finir, il va me regarder. Il a déjà enlevé le préservatif, donc pas comme la dernière fois, il va pas finir dedans. Et il me dit, t'as le choix, soit je finis en toi, soit je finis dans ta bouche. Et là, je le regarde et je lui dis, bah en fait, non, tu peux finir partout, là. Il y a des mouchoirs, il y a... Et il me dit non. Et j'essaye de me débattre, j'essaye de trouver une solution, il veut rien entendre. Et moi, j'ai toujours ce truc de si finit en moi, je tombe enceinte. Donc, je lui dis, finis dans ma bouche et c'était... En fait, c'était le coup...
Enfin, c'était le coup de massue, genre à la fin, parce que je me suis dit jusqu'au bout, en fait. On a fait tout, on m'a tout pris, en fait. Pour moi, on m'a tout pris parce que j'étais encore jeune, j'espérais faire ma première fois avec quelqu'un qui m'aime vraiment, j'espérais découvrir les choses petit à petit. Et là, j'avais l'impression que j'étais dans un porno qu'on m'avait obligée d'être, en fait. Donc en gros, ça s'est fini comme ça. Ensuite, on est sorti des toilettes, etc. Il est sorti d'abord. Finalement, il a fini dans ma bouche. Et donc du coup, pendant qu'il finissait, enfin, moi j'étais à moitié déconnectée, j'avais toujours des larmes aux yeux, mais en fait j'étais un peu passive devant la situation et je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait après en fait. Je pensais déjà à l'après, je comprenais pas vraiment ce qui se passait, etc. Ensuite, il va sortir des toilettes, il va me demander d'attendre, de rester dedans, parce qu'en fait ça avait été tellement long que la soirée était finie. Et donc moi, je vais rester dans les toilettes, je vais regarder le préservatif dans les toilettes, je vais tirer la chaise, je vais m'habiller, je vais sécher mes larmes et je vais sortir. Quand je vais sortir, tout sera allumé, tout le monde va nous voir. Et donc à ce moment-là, en plus, je côtoyais un garçon à qui je disais que je voulais que lui, je voyais que par lui. Finalement, en fait, il voit que je viens de coucher avec quelqu'un d'autre, qui était en plus son pote. Donc rien n'allait. Et en fait, à ce moment-là, je me suis plus concentrée sur ça que sur ce qui venait de se passer parce que je comprenais pas. Ça me fait vraiment de la peine pour ce garçon-là. Donc je me rappelle, après on a pris le bus, il y avait ma meilleure amie à cette soirée-là. Et j'étais super en colère en fait. Je pleurais même pas, j'étais super en colère. Quand elle me parlait, je lui disais je veux pas te parler, etc. Et puis les jours vont passer, je vais me renfermer beaucoup, je vais plus trop parler de ce qui s'est passé. Et je vais attendre quoi. Moi au début je parle pas vraiment de qui c'est, etc. Et finalement elle me disait est-ce que c'est lui parce qu'elle savait que je l'avais côtoyé et tout. Je dis oui mais je comprends pas trop ce qui s'est passé. Donc je leur explique tout ce qui s'est passé. Et c'est elle qui met le mot. Elle me dit Chana tu t'es fait violer. Donc moi, à ce moment-là, je repousse beaucoup le truc. Je dis non, vous trompez, etc. Puis après, on va discuter, puis je vais réaliser, en fait. Donc, je vais me prendre un coup un peu de massue dans la figure et je vais me dire, bon, ok, c'est peut-être ce qui s'est passé. Et donc après, on se pose la question de, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc je les regarde et tout, et je dis, qu'est-ce que je fais que ça, en fait? Faut que tu ailles porter plainte, etc. Je dis, non, je sais pas. Et donc, avec là, à ce moment-là, ma vie, elle change d'un coup. Donc du coup, je suis rentrée chez moi ce soir-là. Je suis allée voir ma mère. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, écoute, les filles, elles pensent ça, est-ce que tu es d'accord? Elle m'a dit, oui, c'est ce qui s'est passé, etc. Ma mère a toujours été un grand soutien, donc elle va être là pour moi, elle va m'expliquer les choses, etc. Elle va être très triste, bien entendu, mais elle va vraiment avoir un rôle de maman de, maintenant, il faut qu'on réagisse et faire ce que tu as envie de faire. Les jours vont passer et moi, je vais dire, pour l'instant, je veux rien faire, je veux un peu me recentrer sur moi. Je vais simplement envoyer un message à ce garçon-là en lui disant ce qui s'est passé. Et il va se moquer de moi, quoi. Il va me dire non, c'est faux, et il va me remenacer en me disant si tu racontes des choses comme ça, attention à toi, blablabla. Et donc un jour, je me rappelle, je me dis aujourd'hui, je vais porter plainte. Donc je me réveille, je vais au commissariat, et en gros, je vais tomber face à 2 policières qui vont m'entendre dans une salle qui n'est pas vraiment une salle d'interrogatoire, c'est vraiment une salle assez ouverte, etc. Donc on est assises, et donc je leur raconte tout, et elles se regardent. Et elle rigole. C'est pas un rire franc, mais c'est un rire un peu caché, mais elle sourit, quoi. Je regarde et je dis, excusez-moi, qu'est-ce qui est drôle, quoi. Et elles me disent, vous pouvez pas présenter ça au procureur, hein, il va pas vous croire. Et j'ai regardé, je dis, pardon. Et elles me disent, vous êtes pas fait chier, madame. Et j'y commence à, elles me disent, vous avez donné un préservatif, donc c'est que vous vouliez. Pourquoi vous aviez un préservatif sur vous-même? Et donc là, j'ai un peu un truc de... Je fais face à un monde où je me dis... Donc, il y a des méchants, alors que je savais pas qu'il y avait des méchants. Et les gentils sont aussi méchants. Donc, je suis face à ça et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, quoi? Et donc, je me rappelle que je vais leur expliquer qu'en réalité, il y a eu 3 vies. Et je leur dis, le début où il va vouloir me péder, je vais dire non, finalement, je vais donner un préservatif. J'ai dit ça, si vous voulez, on l'enlève. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, il a enlevé le préservatif. Et il m'a repédé, qui peut représenter un vie. Et ensuite, il va arrêter pour mon cul. Alors que j'avais dit non, ce qui représente un 2e. Et pour terminer, il va me demander de finir dans ma bouche. Donc c'est un 3e. J'ai dit donc oui, donc là je suis pas là pour un, je suis là pour 3 voire 4. Ils m'ont dit non, mais le prenez pas comme ça parce que j'ai commencé à pleurer et tout. Et j'ai dit je m'en vais. On me dit non et tout, donc elle va me courir après. La scène est un peu étrange, elle va me courir après en disant non, mais restez, on va vous entendre et tout. C'est juste pour vous qu'on le disait parce que le procureur, il peut être compliqué et tout. Et j'ai dit non, je m'en vais. Je suis partie, elles m'ont donné leur carte en me disant si vous voulez nous rappeler, etc. Et je sais pas par quel miracle, en tout cas pour lui, ce jour-là, il m'appelle. Alors qu'on n'avait pas eu de contact depuis peut-être 8 mois. Ouais. Et il m'appelle, et je sais pas comment, s'il a eu un 6e sens ou quoi. Et il m'appelle et il me dit écoute, Chana, je
je suis désolée. Ce qui s'est passé, si tu l'as ressenti comme ça, etc. Ouais, c'est peut-être moi le méchant, etc. Je raccroche, mais je suis pas sûre. Je me dis, il y a un truc qui va pas et tout ça. Je pense qu'il a peur pour lui, mais c'est pas vrai. Donc, quelques jours plus tard, je vais me disputer beaucoup avec ma famille parce que j'étais un peu en trop plein d'émotions. Et donc, je vais appeler mes copines en disant, j'arrive. Et elles vont me dire, en fait, la copine que je vais appeler, c'est chez elle que j'allais et elle était dans la douche. Et elle va me dire, appelle notre autre copine, faut qu'elle te dise quelque chose. Et donc, je l'appelle et tout, elle me dit, oui, alors, on voulait inviter notre ancienne liste et tout ça du bureau des sports. Et donc, il a demandé s'il pouvait venir. On a dit oui. Et donc là, moi, c'était mon seul échappatoire déjà, d'aller là-bas. Et en plus, je me dis, les personnes qui t'ont dit que lui était ton qui te soutiennent depuis le début, te disent qu'elles vont passer la soirée avec lui. Et là, en fait, on est comme devant les policières, quoi. Je me dis, en fait, j'avais pas vraiment de... Enfin, j'avais jamais eu vraiment de pensée sur... Mais c'est un peu... Je vais pas le faire, mais prenez-moi, quoi. Ça sert à rien, en fait. J'ai rien à faire ici, quoi. Donc, du coup, ça va vraiment beaucoup me travailler. Ça va être horrible, cette soirée-là. Et le lendemain, une de mes copines, du coup, celle qui m'avait dit l'autre a décidé de l'inviter, m'a appelé en me disant, écoute, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a dit, en gros, que t'étais une grosse menteuse, que t'étais complètement folle, que t'étais une psychopathe, blablabla. Je veux dire, en fait, il vient de m'appeler pour me dire ça, pour me dissuader d'aller porter plainte, finalement. C'est à moi, il va dire ça. Après, en fait, je vais être beaucoup de mon côté. Je vais quitter un peu les groupes des populaires pour aller avec des nouveaux amis beaucoup plus sains avec qui je vais être très souvent, etc. Et en fait, on va faire de plus en plus de soirées chez elles. Et en fait, j'avais vraiment ma place chez elles. Elles avaient chacune leur chambre. Et il y avait un salon avec un canapé lit et des portes qui se fermaient. Donc, ça faisait vraiment une troisième chambre. Et donc, elles m'ont dit, quand tu veux dormir ici, tu dors ici. Donc, il y avait une soirée. On avait déjà déterminé que j'allais dormir ici. J'avais pris mes affaires, etc. Et il y a un garçon, en fait, avec du recul, ça s'est passé un petit peu comme le premier, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas tant parlé, etc. Il m'avait envoyé un message en disant, écoute, je sais que tu es chez les filles, est-ce que je peux venir? J'ai dit, oui. Et donc, ce garçon arrive, on passe la soirée, etc. Et on se dragouille un petit peu pendant la soirée. Il me dit que je lui plais, je dis que moi aussi, et tout ça. Et finalement, d'une chose en entraînant une autre, il me demande s'il peut rester dormir. Je lui dis que oui, etc. Donc, on reste un peu dans le salon, on discute et tout ça. Finalement, on va commencer à coucher ensemble. Dans le salon, qui est du coup une chambre parce qu'on ferme tout. Ok, ça marche. Donc c'est vraiment ma chambre et donc tout le monde est parti. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas clair. T'inquiète. Et donc on va commencer à coucher ensemble. Et donc là, c'est un rapport 100% consenti, il n'y a aucun problème, etc. Ça se passe d'ailleurs plutôt bien, très honnêtement. Et donc il faut savoir que lui était très bourré et que moi, je ne l'étais pas tellement en réalité ce soir-là. Et donc on va finir, entre guillemets, on acte que c'est plus ou moins la fin, enfin j'imagine à ce moment-là. Et je me rappelle qu'il va me regarder et que son regard va totalement changer. Il va devenir noir. C'est comme dans les films, en fait, comme on peut le voir vraiment. Quand les psychopathes deviennent des psychopathes, c'est exactement la même chose qui s'est passé. Donc il a commencé à me regarder avec son regard noir. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, il m'a fait comprendre qu'il allait y retourner. J'ai dit, non, on a fini et tout, tu me lâches et tout. Là, il a commencé à me bloquer les bras avec une main et me bloquer la tête avec l'autre. Il m'a empêché de respirer pendant... Pour moi, ça a paru 5 minutes, quoi. Bien sûr, c'était pas 5 minutes, mais c'était horrible. Pendant qu'il tenait ma tête, je me suis dit, je vais mourir. Et donc, il me tenait la tête, etc., parce que je me débattais et que j'avais pas envie. Et il a commencé à me péter. Donc là, pour le coup, ça me fait super mal, etc. Je me débat et en fait, petit à petit, il commence à me tenir de partout, en fait. Je débat mes jambes, il arrive à me les bloquer, etc. Donc, on est dans une position où, en fait, moi, je peux plus rien faire. Donc il va arrêter de me tenir la tête, je vais pouvoir respirer. Donc je vais dire arrête, je veux pas, etc. Il va me dire laisse-toi faire, t'as pas le choix, blablabla. Je vais dire non et tout. Et à un moment pareil, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus de solution, donc on déconnecte. Donc j'ai déconnecté et ce soir-là, en fait, on a incorporé de la violence en plus. On peut trouver mon premier très violent. Mais en soi, c'était violent dans la manière d'être, mais c'était pas violent dans le terme je me suis fait frapper, violenter comme on l'entend vraiment. Donc ce soir-là, à un moment, il a attrapé ma poitrine et il a mis une main sur chaque sein. Et en fait, il les a tirés dans tous les sens. Il les a tirés, je ne saurais même pas qu'est-ce qu'il expliquait. En fait, il les a compressés, mais d'une manière où on ne peut même pas imaginer. En fait, c'est comme si je vous dis, vous mordez quelqu'un jusqu'à lui ouvrir la peau. En fait, c'est un moment dans l'esprit humain, on se dit, bon, bah là, je peux faire mal, etc. Là, il n'y avait plus rien. Il faisait juste ce qu'il avait envie de faire. Donc du coup, après ça, il va s'endormir, ça va se finir, etc. Il va s'endormir. Moi, je vais aller aux toilettes, je vais pleurer pendant de longues minutes. Il va avoir super mal. En bas, ça va être absolument horrible, donc je sens que je suis déchirée et ça me fait très très mal. Et je vais regarder ma poitrine
et elle va être très rouge, très bleue, etc. Mais je comprends pas encore, etc. comment ça va être. Le lendemain, enfin, quelques heures plus tard, moi, je vais pas dormir et dès qu'il va ouvrir les yeux, je vais lui dire tu pars. Donc il va partir, etc. Et je vais rentrer chez moi, je vais soulever mon t-shirt. Et en fait, dans les seins, on a énormément de vaisseaux. En fait, tous mes vaisseaux ont explosé. Et donc, il y avait des centaines de petits points de bleu, en fait, des petits points de sang qui étaient remontés partout sur mes seins. Mes tétons, ils étaient en sang aussi, etc. Et donc là, ouais, ça amène une dimension différente parce que là, j'arrive à, pas tout de suite, hein, on va dire à peu près 3 jours après, je me dis, ok, je me suis fait j'étais pas d'accord, mais en plus, on m'a violentée. Et donc là, je commence à avoir peur de tout le monde. L'anxiété, elle arrive et donc on fait un bruit, il y a une porte qui claque, j'ai l'impression que c'est pour ma gueule, quoi. Donc je vais avoir très très mal, je vais aller consulter des médecins. Bon après, pour la poitrine, on peut pas faire grand-chose. Aujourd'hui, c'est mon nouveau combat, c'est je porte plus que soutien-gorge parce que je peux pas en porter. J'ai une sorte de douleur fantôme qui fait que là, ça va très bien. Et si je mets un soutien-gorge, peut-être qu'au bout de 2 heures, je vais avoir une douleur comme s'il était en train de me compresser la poitrine. Donc j'ai décidé de ne pas porter que soutien-gorge et donc bon, c'est un nouveau combat et c'est très bien, moi ça me va très bien. Mais c'est à cause de ça. Je vais l'accuser, je vais lui dire. Au début, il va un peu faire l'aveugle et puis en fait, il va se faire bousculer par mes copains, ils vont un peu l'insulter. Et donc jusqu'au moment où il va m'envoyer un message en me disant harceler quelqu'un, c'est quand même très grave. Et je vais lui répondre, bah quelqu'un, c'est aussi grave. Et donc il va me dire non mais explique-moi et tout ça, je vais lui expliquer. Et il va s'excuser. Et il va m'expliquer qu'il a des vrais problèmes avec l'alcool, qu'il en est désolé et tout ça, et qu'il ne sait pas se contrôler. Donc il va avouer, j'ai des messages aujourd'hui où il avoue mot pour mot que oui, il l'a fait, et que c'est parce qu'il était sous alcool et qu'il n'y arrive pas, et qu'il est alcoolique, etc. Moi, je suis une hypersensible, j'aime tout le monde en fait. Je vais dire ok et tout. Et donc il va me demander si on peut se voir pour qu'il puisse s'excuser et tout ça. On va aller dans un café, il va passer 2 heures à se plaindre de son enfance, à me parler de son père, à me parler de tous les traumas qu'il a vécu et à ne pas du tout parler de moi. Pas du tout me demander comment ça va, pas du tout me prendre en compte. Moi, pour moi, ça va être ok encore une fois. En fait, je suis tellement gentille avec tout le monde qu'à ce moment-là, je vais me dire ok et tout. Et je peux éteindre ce garçon, mais j'ai un peu ce truc de si j'éteins pas le premier alors qu'il a détruit ma vie, je vais pas éteindre le deuxième. Parce que, on va voir dans mon histoire, mais c'est à cause du premier que tout le reste arrive. Je veux pas mettre la faute sur quelqu'un, les autres aussi sont des malades mentaux, mais si ça s'était pas arrivé, ça m'aurait pas mis dans tout ça. Ouais. Et j'aurais pas vu le sexe de cette manière, j'aurais pas vu l'amour de cette manière, l'appréciation de moi-même, etc. Bref. Et donc du coup, je vais passer ces 2 heures avec lui, je vais l'écouter, etc. Je vais rentrer chez moi, je vais être vidée, je vais passer ma soirée à pleurer, à me dire que je suis vraiment pas entendue, etc. Et puis je vais me dire, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais aller voir la direction de mon école et je vais dire, voilà, je me suis fait agresser, violer par des étudiants, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez porté plainte? Non. Bon, on ne fera rien alors. D'accord. J'ai dit, est-ce que je peux avoir au moins une sorte de mesure d'éloignement qui ne soit pas officielle parce que ça n'a pas été demandé par la police, mais simplement qu'on sache. Il y en avait, donc le deuxième, il était dans la même année que moi, ouais. Pas dans la même classe. Par exemple, pendant les examens et tout, on peut se retrouver ensemble. Non, non, non. Et donc, je me rappelle qu'on va se retrouver dans un examen où je vais être dans ma cuisine le matin. Il y a mon père en face de moi. Je lis, je vois Shana Krief et juste en dessous, je vois le prénom de ce mec. Dans la même salle. Et plus ou moins à côté selon les prénoms placement. Mon père, il va appeler l'école, il va péter un câble. Et il va dire en fait, soit vous le sortez et vous les séparez, soit je viens le sortir moi-même. Donc du coup, bon, VIP, j'ai été mise dans une salle toute seule, petit tôt et tout. Mais bon, c'était un peu la moindre des choses. Mais en fait, là, j'en rigole, mais j'étais un petit peu abasourdie par le fait qu'une école de commerce réputée, très réputée en vrai, ne fasse rien. Et donc finalement, je sentais que ça allait de moins en moins bien. Je ne pouvais pas rester dans les rues de Montpellier sans me faire harceler, sans me faire suivre, etc. Donc je me suis dit que j'allais partir à Paris. Et donc juste avant de partir à Paris, je vais croiser, je vais aller à une soirée où je me dis c'est ma dernière soirée, j'allais plus trop en soirée, et je dis bon celle-là il faut que j'y aille. Et donc c'est sur liste pour rentrer. Et donc je demande quand est-ce que la liste est complète. Ils me disent là elle est complète, plus personne ne pourra rentrer. Donc je donne tous les prénoms et on me dit il y aura personne. Je dis ok. Donc comme par hasard, quand je vais à cette soirée, je croise mon agresseur dans la rue, le premier. Ouais. Et donc il y a ma copine qui est avec moi qui me dit t'inquiète pas, il était en pyjama, il a l'air de rentrer chez lui avec son pote, on est tranquille pour la soirée. Je dis ouais t'as raison. Je suis quand même très angoissée pendant 2 heures et tout, je bois un peu pour me calmer. Et après je passe une des meilleures soirées de ma vie, elle était trop bien. Et à 4 heures du matin, je me rappelle, j'ai marché avec ma copine comme ça dans la boîte de nuit,
il y avait une estrade, il y avait un étage, on était en haut. Je marche, et là, d'un coup, on m'attrape par l'épaule. Et j'entends « Sale p***, je vais te crever les yeux, etc. Tu peux pas dire ça de mon mec, je vais te tuer et tout. » Et là, je tombe nez à nez avec la copine de mon premier que je connaissais très bien. Enfin, que je connaissais très bien, je savais exactement qui c'était, on avait déjà parlé. Ouais. Et c'était même la première personne, je me suis souvenue par la suite, à qui j'avais dit qu'il m'avait vu. Parce que je savais qu'ils se côtoyaient. J'étais complètement bourrée avant même d'en avoir parlé aux gens un petit peu et tout ça. J'étais allée la voir en lui disant « Ouais, c'est que ton mec, il m'a vu. » Et tout. Elle s'était mise à pleurer et tout. Après, ça lui est passé. Hein. Donc voilà, et donc elle m'a menacée. En fait, je suis retombée nez à nez après avec mon qui en fait voulait me frapper. Et donc moi, pareil, je suis dans une situation où je le regarde et je me rappelle, je lui dis « Tu veux vraiment me frapper alors que tu m'as vu ?» Et il me dit « Ouais, ferme ta gueule et tout. » Il me lève la main dessus. Et heureusement, j'avais un ami qui était champion de France de boxe et tout le monde le savait. Donc il est venu, il s'est mis à côté de moi, il a dit « Frappe là. » Donc personne ne m'a frappé. Moi, j'ai enchaîné malaise sur malaise. Je faisais que tomber, etc. Donc après, ils m'ont sorti, ils m'ont porté jusqu'à dehors. Et j'ai dit « Mais j'en peux plus, en fait. Je suis épuisée de tout ça. » Il faut savoir qu'entre-temps, il y a un truc de quand on se fait agresser, on attire. Malheureusement, les agressions, etc. Parce qu'on envoie des signaux comme quoi on est peut-être un peu plus faible, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est pas moi qui l'invente. Et malheureusement, juste après mon deuxième viol, j'ai enchaîné. Par exemple, on m'a embrassé de force dans la rue. On me draguait encore plus que d'habitude, mais de manière hyper insistante. En mode, un jour, je me suis fait à moitié agressée verbalement par un SDF qui était complètement bourré dans le tram. Quand je suis sortie, il y a des garçons qui m'ont aidée pour finalement à la fin me dire « Putain, t'es super bonne, est-ce qu'on peut te baiser ?» Et donc j'étais en mode « Mais il se passe que des choses folles. » Et entre-temps, j'ai pris un Uber. Mon Uber m'a agressée. Il m'a mis des mains aux fesses, etc. Entre-temps, j'ai des amis qui me mettaient des mains aux fesses. Enfin, tout autour de moi était agression. Donc j'en pouvais plus, etc. Donc bref, après cette soirée-là, je me dis que ça va aller. Finalement, on sort dehors. Eux, ils vont rester un peu à l'intérieur. Finalement, ils vont finir par sortir au moment où il y a mon Uber. Je rentre dedans. Je me rappelle qu'il y a sa meuf qui saute sur la portière. Ça, c'est un petit peu drôle avec du recul. Sauf que sur la portière, elle l'ouvre. Elle me dit « Descends, espèce de sale et tout. On va te crever et tout. » Et là, il y a le chauffeur Uber qui sort. Ça veut dire qu'il va me défendre. Et il dit « Espèce de con, lâche ma portière, tu vas abîmer ma voiture. » Donc il dit « Je vais te taper si tu la lâches pas. » Donc parce qu'il voulait pas abîmer sa voiture, il m'a un peu sauvé la vie. Donc voilà. Et donc bref, après, en vrai, j'en rigole. Mais à ce moment-là, ça allait vraiment pas. Et donc j'ai emménagé à Paris. Et donc à ce moment-là, je vais commencer à tomber de plus en plus en dépression. Et donc en arrivant, au début, j'étais vraiment renfermée. J'avais plus vraiment de relations sexuelles, etc. Et puis j'ai eu un moment où je me suis dit, bon, pour toi, tous les garçons sont des cons, tous les garçons sont horribles. Il va falloir voir si en fait tout le monde est vraiment comme ça ou pas. Donc j'ai commencé le dating à Paris. Et le dating à Paris, c'est dramatique, quoi. On peut avoir tout ce qu'on veut quand on veut. C'est pire qu'un fast-food, en vrai. Donc, en vrai, aujourd'hui, je suis un peu détachée que ça, mais pour la petite Chana de l'époque, moi, je suis très triste d'avoir vécu ça, parce que du coup, quand on est une femme, d'autant plus, on peut matcher, on peut même voir 10, 15 personnes différentes dans la journée. Ça pose pas de problème, en vrai, c'est simple. À ce moment-là, je vais commencer à dater des garçons, etc. Et puis, ça va être assez simple, je vais coucher avec eux. Puis, en fait, je vais pas connaître vraiment qu'est-ce que c'est le vrai sexe. En fait, moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout de vision de qu'est-ce que c'est une relation saine. Je sais pas ce que c'est que se faire du bien. Pour moi, en vrai, c'est que du mal, c'est un peu animal et je prends jamais vraiment de plaisir. Et pendant les premières relations, j'ai tellement été violentée et tout ça que, en fait, déjà, ces gens-là, ils me violentent pas. Donc pour moi, c'est énorme. Même si je prends pas de plaisir, etc., c'est pas grave parce que déjà, eux, ils m'accordent de l'attention. C'est plus sain, ils discutent avec moi, etc. Ils prennent le temps de me connaître. Donc j'ai déjà beaucoup de chance. Sauf que petit à petit, je vais tomber de plus en plus profond dans ma dépression. Et je vais avoir besoin de ce détachement dont je parlais avant. C'est donc ce truc où on arrive tellement à un moment où le cerveau il se dit là je vais faire une crise cardiaque qu'il faut déconnecter. On voit souvent ça chez les gens qui ont vécu un traumatisme. Ces gens qui vont par exemple s'alcooliser beaucoup, se droguer, se scarifier ou des choses comme ça. Très souvent c'est pour atteindre ce moment de déconnexion. Et moi je me rappelle qu'au début de ma thérapie, ma psy elle m'avait demandé « Toi c'est quoi ton truc ? Tu te drogues pas, non. Tu t'alcoolises pas, non. Tu scarifies, non. » J'avais eu un peu ce truc malsain où aujourd'hui je m'en veux un peu de l'avoir dit, mais j'ai pas de problème à le dire. J'avais dit non, moi ça va, je suis bien. Genre, je suis pas comme ça, moi je gère. J'avais dit d'accord. Et j'ai une psy, ça peut être critiquable, moi j'adore. En fait, ma psy, elle a très vite compris que quand elle me dit les choses, si j'ai pas décidé de les entendre, j'avancerai pas. Elle m'avait dit attention, elle m'avait dit qu'il y avait quelque chose.
avait dit tant que tu le verras pas tout seul, ça marchera pas. Donc, j'ai passé des mois à côtoyer des garçons auxquels j'ai demandé de me violenter, alors qu'ils n'étaient pas violents de base, pour pouvoir me déconnecter. Comment ça se passait? C'était malsain, mais les garçons ne pouvaient pas forcément s'en rendre compte, parce que moi, ce que je disais, c'était j'adore qu'on me violente, j'adore qu'on me gifle, j'adore qu'on me tape, j'adore qu'on me fasse mal. Et en fait, je faisais que simuler. Donc du coup, ils ne pouvaient pas savoir, très honnêtement. C'est des pratiques que certaines personnes ont et qu'ils apprécient. Et donc, on ne peut pas vraiment faire la différence entre quelqu'un qui apprécie vraiment et quelqu'un qui manque ça parce qu'il y a des problèmes, des troubles mentaux à ce moment-là, quoi. Du coup, ils venaient. J'avais mon pic d'anxiété quand ils arrivaient. Ça se passait. J'arrivais à relâcher pendant quelques secondes où ils me violentaient et je me disais là, c'est trop pour moi, donc il faut que je déconnecte. Après, je les faisais partir le plus vite possible. Et dès qu'ils étaient partis, je me sentais sale à mourir. J'étais pas bien, j'avais envie de vomir, je m'alimentais pas. C'était très 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 dur parce que je trouvais ça horrible. Et en fait, j'ai toujours été très lucide après tout ça, sur ce que je faisais, sur ce que je me faisais endurer et tout ça. Et je me rendais compte que c'était horrible. Mais je me rendais compte après, c'était ma drogue en fait. Comme quand on va fumer un joint ou quoi. C'est vraiment en mode, j'en avais besoin. Et quand je l'avais fait, je me disais merde, fallait pas le faire. Ça m'a mis dans une spirale vraiment horrible où du coup j'ai continué, jusqu'à me rendre compte au fur et à mesure que c'était pas normal et que surtout ça me faisait beaucoup de mal, ça me faisait encore plus chuter, etc. Cette année-là, en fait je pense que ça a duré à peu près 1 an, ces relations-là. Je pense qu'en 1 an, j'ai dû enchaîner 50 mecs qui m'ont fait subir ça. Déjà 50 mecs c'est énorme, enfin il n'y a pas de question de body count et tout ça. Moi je suis très à l'aise maintenant sur ma série, donc il n'y a pas de problème de nombre, etc. C'est pas un jugement. C'est 50 mecs à ce moment-là où je ne voulais pas côtoyer, en réalité où je ne voulais pas, et il aurait été mieux pour moi d'être seule, et enfin où rien n'allait, là, c'est là où le nombre il pose problème. Et donc, il y a eu un petit truc où j'ai pris du recul, et heureusement, je suis allée voir ma psy, et je lui ai dit, mot pour mot, je sais. Et j'ai dit, c'est ça que je fais pour moi. Elle m'a dit oui. Tu lui as dit quoi concrètement? Je lui ai dit... Vous vous rappelez quand vous m'aviez parlé du fait, enfin vous m'aviez demandé si je me scarifiais, etc. Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit j'ai compris. Elle m'a dit vous faites quoi? Et j'ai dit je me fais violenter. Et ce jour-là, je lui ai dit un truc assez dur. Je lui ai dit on m'a violée 2 fois et moi depuis je me suis auto-violée plus de 50 fois. Et je pense en fait que c'est vraiment cette phrase qui m'a fait réaliser où je me suis dit maintenant il faut que ça s'arrête. Parce que je me suis dit en fait oui, j'en avais pas envie. Je l'ai forcé à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Il brutalisait mon corps et après mon corps il m'en voulait et j'étais pas bien. Et les garçons pour le coup ils y sont pour rien. C'est vraiment moi. Et donc quand j'ai réalisé, je me suis en arrêt totalement. Donc j'ai réalisé vers fin décembre d'une année. Et donc après j'ai passé 6 mois à ne plus avoir aucune relation et à simplement me découvrir. C'est passé beaucoup par la masturbation pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'était le plaisir parce que je ne connaissais pas du tout. Et donc après j'ai pu recommencer à avoir des relations qui étaient normales. Pour moi en tout cas, qui était normale dans le sens où j'allais dans le sens de mes envies. À ce moment-là, j'ai écrit un livre parce qu'en fait, j'écrivais de mon côté et j'écrivais des pensées sur la vie qui me faisaient du bien, qui me permettaient de sortir la tête de l'eau. Et en fait, j'en postais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et à un moment, les gens m'ont dit « mais est-ce que tu peux nous partager plus ?» et tout. Et je me suis dit « mais avec ça, plus ça, plus ça, ça fait un chapitre. Ce chapitre plus ce chapitre, ça fait un livre. » Donc du coup, j'ai écrit un livre qui porte le nom de mon premier tatouage, donc qui s'appelle « Survivre avec le surbarré ». Donc c'est vraiment, le maître mot de ce livre, c'est arrêter de survivre pour commencer à vivre. On a dû diminuer mes doses et tout ça, et à ce moment-là, tout allait globalement bien dans ma vie. Et je match, toujours un petit peu sur les applications de rencontre, mais je vois beaucoup moins de personnes. Et à ce moment-là, je vais tomber sur un profil et je me dis, je connais cette personne. Donc je tombe face à quelqu'un où je me dis, j'ai l'impression de le connaître. En fait, je me rends compte que c'est le frère de quelqu'un qui est connu. Et donc je sais que je les ai déjà vus ensemble, ils ont déjà été mis en avant ensemble, etc. Et donc, c'était une personne qui se montrait plutôt drôle dans les contenus qui étaient partagés et tout ça. Je me suis dit, bon. Et je me suis dit, bon, je sais pas si c'est lui, il y a toujours ce truc des gens un peu connus, etc. Mais bon, c'est pas une grande star. Lui, son frère, oui, mais lui, non. Je me suis dit, bon. Donc, j'ai liké. Et au moment où je like, on m'a dit directement. Il m'envoie un message, on commence à discuter. Et il me dit, viens sur mon Insta si tu veux. Je pense qu'il y avait l'habitude qu'on ne le croit pas et tout ça. Et donc, on commence à parler. Et le mec est hyper bienveillant. En mode, il me demande, à force de parler, on comprend qu'on va sûrement se voir. Donc à ce moment-là, il me demande exactement ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, etc.
Et finalement, je vais chez lui un soir et tout est OK. C'est-à-dire que je savais que c'était quelqu'un de dominant, il savait que ça me posait pas de problème d'être dominée, etc. Donc on va rentrer dans un rapport sexuel qui va être violent, mais complètement consenti, parce qu'on s'est mis d'accord avant, etc. Et c'est d'ailleurs très sain de se mettre d'accord avant, de communiquer, etc. Je me rappelle qu'il va même me proposer de changer les rôles, et ça, on m'avait jamais proposé. C'est-à-dire, il va me dominer, et après, il va me dire, toi, domine-moi. Moi, je l'avais jamais fait, donc il va m'accompagner en me disant quoi faire, etc. Je me sens à l'aise parce que, par exemple, je vais lui faire des fêtes, et quand il va sentir que je suis un peu à bout de souffle, il va m'arrêter en me disant, prends le temps de respirer, vraiment hyper bienveillant. Je vais partir d'ici et je vais avoir un bon feeling et je vais me dire, bon, c'était cool, on verra si on se revoit. Finalement, pendant 2-3 semaines, on ne se revoit pas trop de messages. Moi, je suis très comme ça, lui aussi, donc ça m'allait très bien. Et il m'envoie un message en me disant, ouais, ce soir, je vais avec mon cousin, est-ce que tu veux passer à l'appart et ça. Je savais qu'il allait déménager. Et donc, il était en plein déménagement et donc, je ne savais pas trop où il était. J'étais où? Il me dit, je suis dans mon nouvel appart, etc. Je dis d'accord, et je dis bah je peux venir maintenant, il était 22h30, 23h. Elle me dit non, là on boit un verre et tout, on se rejoint vers minuit. Je dis bon, ok et tout. Et je dis mais on fait quoi? Il me dit bah rien, juste c'est mon nouvel appart et tout, donc c'est une sorte de mini crémaillère, on est là, on boit des verres, on s'amuse et tout. Je dis ok et tout. Donc je lui dis directement, je préfère te dire, peut-être qu'on va coucher ensemble toi et moi, mais il ne se passera rien avec ton cousin quoi. Il me dit mais il n'y a pas de problème, enfin limite il me prend pour une folle d'avoir amené le sujet, mais je dis non, je préfère prévenir que guérir. Et donc, moi, à minuit, je lui ai renvoyé un message, elle ne me répond pas. Et donc, il est genre minuit et demi, 1h. Et en fait, j'étais en train de... Enfin, j'avais une coloration blonde à ce moment-là. Et je commence à avoir trop de racines. C'est vraiment un truc de fille. Je me dis, je vais faire ma décoloration à la maison. Là, toutes les filles, elles s'arrachent les cheveux devant la vidéo. Elles se disent, fallait pas. Je commence à décolorer mes cheveux, sauf que les décolorations, ça doit rester très longtemps et tout sur la tête, etc. Et donc, il m'envoie un message à 1h. Ouais, on est prêt. Je dis, bah non. Je dis non, on annule et tout, je viens pas, on verra plus tard et tout. Et donc il m'appelle une première fois. Je dis non, écoute, c'est super tard, tu m'avais dit 23h, blablabla, non. Donc non. Ok et tout, il raccroche, il me rappelle. Non, mais viens quand même. Non. On voit des messages. En fait, ça va y avoir un peu un harcèlement comme ça pendant 2 heures, il va faire que m'envoyer des messages, que m'appeler. Son cousin va m'appeler et tout. Et il va me dire non, mais viens et tout et tout. J'écoute, je fais ma décoloration, on voit quand c'est fini, on en parle, mais franchement, je pense pas venir et tout ça. Si, viens. Évidemment, ma coloration prend beaucoup de temps et tout. Et à 4h, j'envoie un message en disant non, enfin là, je vais aller me coucher et tout. Il m'appelle, il rebelote. Il me dit non, mais viens et tout, ça va être super. On va boire des verres. En plus, j'ai un appart vu sur tout Paris et tout. Ça va être cool. Tu vois, mon cousin, il est adorable, blablabla. Moi, je me dis, je suis pas très fatiguée en vrai. Je peux aller passer une tête, boire un verre et rentrer. Donc, je prends un Uber. Et il est genre 4h30 quand j'arrive. Et déjà, il y a un truc qui va pas, c'est que on me donne une adresse. Et donc, je m'arrête à cette adresse et je dis où je vais. Et il me dit, non, mais on t'a pas donné la bonne adresse. En fait, il faut que tu continues tout droit. Arrive au McDo, tu tournes à gauche. Puis ensuite, tu vas tourner à droite. Et donc, je marche genre 6-7 minutes. J'ai pris conscience de ça il y a seulement quelques semaines. En me disant, en fait, c'est très intelligent. Parce que je ne peux pas te donner son adresse aujourd'hui. Je suis incapable de te dire où il habite. Et même si je retrouvais l'adresse, ce serait hyper loin de chez lui. Donc je peux pas savoir où il habite. J'arrive en bas et je l'appelle et il me dit c'est mon cousin qui vient te chercher et tout en bas et tout. Je dis, ok. Et là, je suis je suis en face. Son cousin sort de l'immeuble et il crie vas-y dépêche-toi sale p***, tout mon cousin il t'attend depuis 1h et tout. Je dis pardon. Je me dis pour qui tu te prends genre. Je parle moins bien et tout, donc on commence à se disputer. Je lui dis, mais en fait, comment tu parles genre? Et elle me dit, non, mais vas-y et tout, ramène ton cul et tout, blablabla. Donc je commence à me disputer avec lui. Et on arrive dans l'ascenseur et vraiment, la scène, elle est lunaire. Les portes se ferment. Au moment où ça se ferme, ça va, t'as fait bonne route? Je dis, mais il faut attendre qu'un ascenseur il soit fermé. Et je me rappelle, j'ai vraiment ça. Il faut attendre qu'un ascenseur soit fermé pour que tu parles bien. Il me plaque et il m'embrasse. Le cousin, donc? Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Donc je me débat et tout. Complètement malade et tout. Je me rappelle à ce moment-là, je lui dis mais comment tu t'appelles déjà? Et il me dit je te donne pas de prénom pour ce soir, il y aura pas de prénom, tu connaîtras pas mon prénom. Je me dis t'es complètement fou. Et là à ce moment-là, on peut se dire pourquoi elle fuit pas? Et tout simplement parce que le frère du mec connu est quelqu'un d'adorable, quelqu'un d'hyper bienveillant, d'hyper respectueux. Donc moi, j'ai aucun problème, je vais rentrer pour moi. Je vais rentrer dans la pièce, je vais lui dire ton cousin est complètement fou et c'est limite si tu vas pas le gifler quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien.
Le cousin me replaque, me réembrasse de fort, je me débat, ça marche pas. Et donc je rentre un peu énervée dans l'appart, je pousse la porte et tout, et j'y vois ton cou. Et là, au moment où je parle, je tombe sur un appartement complètement en travaux, avec juste des cartons posés partout. Rien de viable pour s'asseoir ou quoi, seulement une chaise de jardin, une énorme baie vitrée ouverte, une chaise de jardin posée devant la baie vitrée, et le frère du mec connu nu sur cette chaise. J'ai un mini bug et je me dis, trouve quelque chose. Et je dis bon, il me faut un verre d'eau. Donc je dis ça à l'autre là, au cousin et tout. Et je dis je vais aller faire pipi, c'est où? Et là, le cousin il m'attrape par le col. Il me dit non, t'as pas compris, je t'ai dit qu'il t'attendait. Il m'amène jusqu'au frère du mec connu que j'ai déjà côtoyé. Il m'amène, il m'agenouille, il me dit il va mettre ma tête. Je vais dire non, mais en fait j'ai dit que je voulais boire et tout là chez moi, etc. Et en fait il va pas me laisser le choix. Et donc il va me mettre la tête et il va me tenir peut-être pendant 2-3 minutes à me faire le de force, etc. Et dès qu'il va me lâcher, là je vais péter un câble. Vous êtes complètement fou, ton cousin est complètement fou, si vous êtes des malades, etc. Et là en fait il va me dire en fait on t'a pas demandé ton avis. Et il va me remettre la tête. Et en fait, à chaque fois que je vais vouloir parler, il va me refaire le Et en fait ils vont m'expliquer petit à petit, cette soirée-là, on m'a enlevé mon humanité petit à petit. Au début, on va m'expliquer que j'ai pas le droit de parler, parce que j'ai pas assez de valeur pour parler. Donc dès que je parle, on me fait de force. Je me mets à pleurer, etc. Il continue. Je m'étouffe et tout ça, ça continue. Puis, la disposition de la pièce va un peu changer. Donc il y a la chaise, moi devant, et le cousin qui va se mettre là. Donc moi, je lui tourne le dos. Il va rester habillé. Il va nous regarder. Et moi, je vais relever ma tête et je vais dire j'en peux plus. Il va y avoir un jeu entre eux où ils vont répéter exactement la même phrase tout le temps. Le mec que j'avais déjà côtoyé qui est sur la chaise, qui va lui dire t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle en peut plus. Viens lui expliquer. Et donc il me giflait et il me remettait la tête. Et en fait c'était ça, à chaque fois que je relevais ma tête pour dire quelque chose en mode arrêtez tout, j'en peux plus, laissez-moi partir, blablabla. T'as entendu? Elle veut partir? Viens lui montrer. Il me giflait. Ça a duré, je sais pas, bien 2 heures. Et puis au bout d'un moment, il voulait fumer. Et donc je suis parfait. Donc j'ai dit, est-ce que je peux avoir une cigarette? Ils m'ont dit oui. Là j'ai dit bon, peut-être qu'on arrive à un truc où on arrive à un terrain d'entente. Je vais pouvoir demander à partir après et tout ça. Je me mets sur la terrasse, je fume ma cigarette, je tire 2 tafs. Le cousin il arrive, il m'attrape la cigarette, il la jette. Et il me dit t'as fini, tu recommences. Je dis non en fait, j'en peux plus, je veux partir et tout. Il m'a dit non, non, non. Puis il m'a rattrapé par les cheveux, il m'a remise. Et pile à ce moment-là, chacun m'attrape un sein. Donc si on se rappelle, moi mes seins ne vont pas les toucher. Donc je commence à dire non, je peux pas en fait. Donc j'ai arme aux yeux et je dis je vous en supplie, on va toucher pas mes seins et tout. Pourquoi t'as mal? Oui. T'as entendu ce qu'elle a dit, elle a mal? Allume-moi une clope encore. Il est venu, il a cendré sur mes seins, il m'a dit là t'as mal? Et en fait ça a continué comme ça. Il y avait des moments où il partait quelques secondes dans la pièce d'à côté parce qu'il ne voulait plus parler devant moi. Et en fait, ça s'est intensifié, les gifles étaient de plus en plus fortes. Carrément, le mec que j'avais déjà côtoyé, il a dit à son cousin en mode fais attention. Là, c'est fort et tout, calme-toi. Mais ça se calmait pas, donc petit à petit, j'ai commencé à perdre connaissance dès qu'on me giflait parce que c'était tellement fort que je tombais. Je tombais quelques secondes, je me relevais parce qu'il me tirait et tout, il me remettait. Après, il a commencé à vouloir me payer. Sauf que en même temps, il me filmait. Donc pareil, je pleurais, je leur disais d'arrêter de me filmer, je me cachais, je me mettais par terre, enfin, on aurait dit je fuyais quelqu'un, quoi. Je me mettais par terre, je disais non, je criais, etc. Ils voulaient rien savoir. Et là, je dis non, mais vraiment, j'en peux plus et tout, laissez-moi, enfin, toujours pareil. Et il vient, il me gifle, je tombe, et je me réveille, et j'ai le de celui avec qui j'avais déjà couché dans la gorge, et l'autre, le cousin, qui est en train de me doigter. Et au moment où il me doit, je me rends compte. Je me dis, j'ai super mal. Et donc je me dis, là, il y a un problème. Je vais dire, je saigne, en fait, j'ai mal, vous m'avez blessée, donc je vais aller aux toilettes. Montre-nous. J'ai dit, comment ça, montre-nous? Bah, si tu saignes, montre-nous. Et encore une fois, il faut vraiment voir toute la soirée comme on était des animaux. Ils ont essayé de m'enlever toute mon humanité au fur et à mesure, et donc, montre-nous. Et j'ai dit non, je ne vous montrerai pas. Ils ont voulu me forcer, j'ai dit non, et donc je me suis dirigée vers les toilettes. Et donc il m'a stoppée, et il m'a dit non, mais tu n'iras pas faire pipi. Et je lui ai dit si. Et il m'a dit moi aussi j'ai envie de faire pipi. Je lui ai dit bah vas-y, pas de problème et tout ça. Il me dit non, non, vas-y et tout.
Donc j'ai commencé à y aller, j'ai fermé la porte et ils ont poussé la porte. Ils l'ont tapé, etc. Il m'a dit non, en fait, je t'ai dit que moi, je voulais faire pipi. Il y a le mec avec qui j'avais déjà couché qui va se mettre en face des toilettes, en position, pour commencer à pisser. Et moi, du coup, je vais être en train de sortir. Il y a le cousin qui va m'attraper. Il va me jeter par terre pour me mettre à genoux. Il va m'attraper la tête, la mettre en arrière. Et il va commencer à me pisser dessus. À ce moment-là, il y a plus rien, en fait. À ce moment-là, je sais pas, en fait, je peux même pas dire comment on se sent. Parce que quand je dis qu'il m'avait déshumanisé toute la soirée, en fait, c'était vraiment ça. Et pour moi, en fait, j'avais plus aucune valeur. Ça, j'en ai pas parlé avant, mais pourquoi je le raconte? Parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point les gens peuvent être fous. Et à quel point les gens qu'on peut côtoyer tous les jours, les gens même qu'on peut mettre en avant, du coup, peuvent être complètement détraqués. Et donc, je me rappelle que je vais me débattre, etc. Et donc, le mec qui me pissait dessus va attraper ma tête, va ouvrir ma bouche, va me dire « tu vas avaler », va me pisser dans la bouche et il va me fermer la bouche et il va me boucher le nez pour m'obliger à avaler. Après ça, quand ça va se finir, je vais essayer d'être hyper rationnelle et tout et je vais dire « ok, je vais prendre une douche ». Et il me dit non. Donc, du coup, en gros, en fait, je pouvais pas. Il y avait le bac à douche, mais si vous voulez, il y avait énormément d'affaires entreposées dedans. Donc, fallait, en fait, je lui ai dit, enlève pour que j'aille me doucher. Non. Donc, j'avais pas de solution. J'ai pu enfin faire pipi. Et donc, je suis restée quelques minutes dans les toilettes. Et je sais pas si... moi, je crois en Dieu. Je sais pas si c'est Dieu qui m'est venu en aide. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En gros, je sais pas s'ils étaient drogués ou pas, mais ils ont fait une sorte de... Enfin, ils sont revenus à eux, quoi. Et le cousin, il a commencé à parler de son ex, à se mettre à pleurer en disant « ça me fait de la peine », etc. Et le frère du mec connu, il a commencé à parler du fait que dans cet immeuble, il y avait un ancien meilleur ami à lui qui s'était défenestré, je sais pas quoi. Donc, ils ont commencé à pleurer. Moi, je me suis dit « Chana, t'as deux solutions. Soit tu leur mets tout dans la gueule en disant que c'est des grosses merdes et qu'ils se permettent de pleurer devant moi alors que je viens de vivre un enfer où je me suis dit « serre-toi-en ». Je me suis dit « si tu t'en sers pas, tu vas mourir ici ». Et donc, j'ai essayé d'être bienveillante avec eux. Je leur ai dit, parlez-en moi. On en a parlé. Ils m'ont expliqué ce qui allait pas. J'ai dit, je comprends, etc. Et ils ont pleuré. Et j'ai dit au frère du mec connu, ton cousin, il va vraiment pas bien. Faut que tu l'aides. Et donc, ils sont partis un peu sur le côté. Moi, j'ai commencé à faire mes affaires tout doucement. Ça a pris beaucoup de temps. Hein. C'est quelque chose qui a duré peut-être 15 minutes. J'ai pris mes affaires petit à petit, me suis habillée doucement, etc. Jusqu'au moment où, je crois que j'ai redit une phrase ou quoi pour les remettre dedans. J'ai fini mes affaires et j'ai dit, ça a l'air vraiment de pas aller, je pense que je vais y aller. Il m'a dit, en fait, j'étais tellement perdue qu'il m'a dit, ok, je t'ouvre. Donc je suis partie. Là, après ça, je pense que aujourd'hui, j'en parle parce que j'en ai pas parlé dans la première interview que j'ai fait. Et après en avoir parlé, enfin quand j'en ai reparlé à ma psy, j'ai dit, je peux pas admettre qu'on m'a fait avaler de la pisse, qu'on m'a pissé dessus parce que c'est trop horrible. Et je pense que quand je l'admettrai, il faudra que je sois prête à guérir. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment prête parce que c'est une des dernières choses qui me reste. Mais là, après ça, c'est traumatisant. On est dans un Uber. Le lever du jour est déjà là. On pue la pisse. Le mec devant le sent. On peut rien dire. On rentre chez soi, on peut plus boire. J'ai passé 5 jours à plus pouvoir boire de liquide classique. Fallait que je bois que des boissons gazeuses, pétillantes, sucrées de fou, etc. Parce que rien ne rentrait. Dès qu'il y avait du liquide, j'avais envie de vomir. Et donc après, bien entendu, on m'a augmenté énormément mes doses de médicaments. Et donc j'ai dû avancer comme ça. J'ai avancé beaucoup en me voilant la face, très honnêtement, parce que mon livre devait sortir. Donc j'étais en mode, soit je le sors, mais je mens à tout le monde, soit il faut que je m'en sorte. Donc j'ai fait en sorte de m'en sortir rapidement pour que ça aille mieux. Et d'autant plus que c'est quelqu'un qui est dans un milieu connu. Je sais que si je porte plainte, c'est moi qui vais perdre. Et ça va être très dur pour ma famille, etc. Donc à ce moment-là, je me suis dit, juste avance. Je vais quand même envoyer un message le lendemain en disant, je sais que tu t'en es rendu compte parce qu'à un moment, tu as dit à ton cousin qu'il y allait trop fort. Et après, en fait, c'était dramatique tout ce qui s'est passé. Et sa réponse a été millimétrée. Si je lis le message, chaque mot a été réfléchi. Et je le sais parce que j'ai déjà été
J'avais déjà possiblement prévu de porter plainte contre mes anciens agresseurs, donc mes messages, je les pensais mot à mot. Il a été plus fort que moi. Tous ces mots étaient pensés pour pas que ça puisse être retourné contre lui. Il a même réussi dans ses messages à m'accuser d'avoir agressé son cousin. Et genre, j'ai regardé les messages et après il a fini par dire de toute façon, vu que je suis connue, en fait, je veux juste choper ma notoriété et j'en étais sûre, etc. Et mon dernier message, c'est t'es fort, très fort, et je sais que je suis pas la première ni la dernière. C'est dramatique, c'est terrifiant, c'est très triste. Après la première interview que j'ai faite, il y a une jeune femme qui m'a contactée et qui avait déjà été agressée par cette personne-là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas assez de preuves tangibles pour faire quelque chose, parce que si on fait quelque chose, ce sera sur moi que la lumière sera mise. Tous les projecteurs, tous les trucs de la presse, ce sera que sur moi. Parce que elle, ce qu'elle a, je minimise rien, et si elle m'entend, elle le sait très bien. Malheureusement, elle a trop peu de preuves, elle a rien du tout. Donc en fait, ça va être tu. Son témoignage ne sera pas reçu, donc ce sera que moi. Et donc on en a parlé ensemble. Malheureusement, c'est atroce ce que je vais dire, c'est traumatisant aussi, c'est que se dire, maintenant on n'a plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre que quelqu'un d'autre parle et qu'on se dise on y va ensemble. Après, malheureusement, j'écoutais encore pas assez mon sixième sens, on va dire, mon intuition. Donc il y a à peu près 1 an, j'ai côtoyé un garçon qui est très vite devenu mon ami, etc. Il était très dans la manipulation, c'est-à-dire qu'il me manipulait tout le temps. Il a su très vite que j'avais une peur de l'abandon, il a su très vite que je m'étais fait agresser, etc. Donc il s'en servait beaucoup, et à ce moment-là, j'étais à moitié en relation. En fait, lui, c'était mon copain, mon ami, et j'étais en relation avec un garçon, et ça s'est pas fait finalement, il le connaissait. Vu que j'étais un peu triste, il s'est servi de cette tristesse en me disant, moi, je suis là. Et donc il était tout le temps là, on se voyait tous les jours, etc. Finalement, on a commencé à coucher ensemble. Et c'était quelqu'un de très, très colérique, etc. Et il m'a confié beaucoup de choses, qui me disait qu'il n'avait jamais dit à personne, du jour où j'ai fait de la prison. Ça fait pas rêver, ouais. Mais voilà. Et en fait, il était très... Moi, je te confie des choses parce que tu as de la chance et que tu es supérieur aux autres. En fait, on se retrouve dans les mêmes formats que les autres. Bah oui, bien sûr. Et je m'en suis pas rendu compte. Il me faisait beaucoup de chantage, etc. Et jusqu'à un soir où il était très énervé. Il devait aussi disputer. Il m'a dit qu'en fait, il allait clairement m'abandonner. Il m'a dit on arrête de se parler du jour au lendemain, etc. Alors qu'en fait, il avait pris tellement de place dans ma vie que je parlais quasiment plus à mes amis, je parlais plus à ma famille, j'avais plus besoin en fait parce que c'était lui mon quotidien. C'est terrifiant de le dire comme ça. Et en gros, un soir on est sortis, donc on s'est vraiment disputé, etc. Et donc il voulait quand même me ramener chez moi. Et dans la voiture, il m'a pas parlé. Il m'a dit c'est fini, on s'adressera plus à parole, on se reverra plus jamais. Je lui ai dit en fait tu m'abandonnes, tu peux pas me faire ça. Il m'a dit bah, c'est bien fait pour toi, je te considérais énormément, maintenant t'es plus rien pour moi et tout, tu peux crever, je m'en fous. C'était très très dur. Vers chez moi, il a commencé à gifler parce qu'il était fatigué, il était en train de s'endormir. Donc il giflé. Et donc moi je lui ai dit bah tu vas dormir chez moi en fait. Il m'a dit non mais j'ai en fait j'ai pas envie. J'ai juste je peux pas avoir ta mort sur la conscience parce qu'on s'est disputé, que je te laisse rentrer et tout ça. À ce moment-là, j'habitais dans un appart étudiant et en fait j'avais 2 lits, une place que je collais. Donc je lui ai dit je vais décoller les lits, on va dormir. Et tu pourras partir dans 2-3 heures quand tu seras reposé. Non, 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 mais il continue à gifler, à dire putain, je suis fatiguée, à s'endormir à moitié, c'est moi qui tiens le volant alors que j'ai pas le permis. Finalement, on arrive devant chez moi et il va te dire ok, bah, je vais monter, etc. Et je vais partir me brosser les dents et quand je vais sortir, il va me tendre la main et il va me dire c'est bon, on est réconciliés parce que t'as fait attention à moi, tu m'as dit de monter finalement et tout ça. Et j'ai ok et tout, et j'ai dit lève-toi, je vais séparer les lits, non, c'est pas grave et tout, on peut dormir et tout. Donc il se met, il commence à dormir. Moi, je vais prendre ma douche, faire mes trucs et tout. Et je retourne dans le lit. Et il va commencer à vouloir qu'on ait une relation. Je vais lui dire non, que j'ai pas envie et tout ça. Et qu'en fait, globalement, j'explique tout ça, c'est derrière nous. Là, on dort ensemble parce qu'il n'y a pas le choix. Après, on pourra continuer à parler. Et donc, il m'écoute pas trop, il sort son et il me fait le... Il fait commencer à me débattre. En fait, il va m'attraper la cuisse et il va la serrer comme on m'avait serré les seins avant. Donc il va me faire des bleus énormes et la douleur elle va être horrible. Je vais me débattre et tout et je vais dire arrête, arrête, je veux pas, arrête, arrête, arrête. Jusqu'au moment, ça a duré quand même de longues minutes où je vais dire arrête, lâche-moi, etc. Et il va me dire la prochaine fois que tu me dis non, je t'en la sec. Moi, pour moi, c'est une phrase terrible. Hein. C'est une phrase qu'on peut dire enfin, c'est une phrase qui dans la culture populaire est devenue une phrase pour rire. Le je vais t'en etc. Donc pour moi, là, je me dis, il n'y a aucun monde. C'est pas un agresseur, c'est mon ami. Enfin.
Et donc je lui dis non, non, mais vas-y, lâche-moi et tout, j'ai super mal et tout, arrête en fait, je veux dormir. Et il me dit ah ouais, et il me retourne et il m'encule. Ça a été dur, donc après j'ai fait une sorte de burn-out au travail, j'ai dû partir, après j'ai eu pas mal de problèmes de santé, donc ça m'a fait une spirale infernale de ça me replonge dedans. Et je me suis dit maintenant, soit tu vis comme tu l'as dit et tu arrives à te focus sur ton intuition, tout ça, et à éviter tout ça, soit bah en fait toute ta vie ce sera ça. Et donc maintenant, c'est ce que je fais, ça fait un an que voilà, c'est vraiment mon intuition d'abord, dès que je sens un truc qui va pas, je le fais pas. Ouais. Et que j'essaye de guérir de tous ces traumatismes qui finalement font partie de nous. Je pense qu'un traumatisme, on n'en guérit jamais vraiment. On apprend à vivre avec. Moi, il y a des matins où je me réveille et je me dis putain, t'es une putain de meuf, t'es guérie de tout, c'est hyper loin derrière toi. Le lendemain, crise d'anxiété au sol et je dis ah mais viens. C'est la vie. Malheureusement, on est obligé de vivre avec. Et encore une fois, maintenant, soit je décide de survivre, soit j'essaie de me dire c'est ma vie. Maintenant, on vit. Et donc, bah, c'est ce que je fais. Shana, merci infiniment. C'est hyper fort ce que tu as raconté en vrai, c'est vraiment dingue. C'est hyper courageux aussi de prendre le temps de venir nous raconter ça en vidéo. Je suis désolé, j'ai pas trop parlé factuellement, je t'ai laissé raconter ton parcours et ton histoire, mais c'est rempli de courage aussi. Je pense que les gens qui verront cette vidéo pourront vraiment peut-être se reconnaître dans ce que tu dis ou que ça va vraiment aider des gens. En tout cas, je pense. Enfin, j'en suis sûr. Merci à toi. Évidemment, si vous aussi, quand vous voyez cette vidéo, vous dites que vous avez peut-être vous aussi vécu quelque chose de traumatisant, de choquant, ou peu importe, vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de ce que vous avez vécu, on se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. Peut-être que ça peut aider des gens aussi. C'était Noah. Bye.